Imaginez-vous dans une forêt dense et sombre. La nuit est tombée et vous vous retrouvez seul, perdu dans l'obscurité. Soudain, vous entendez un bruit étrange derrière vous, comme si quelque chose vous suivait. Votre cœur bat la chamade. Vous ne savez pas ce qui se cache dans l'ombre. Mais alors, vous apercevez une cabane abandonnée à quelques mètres devant vous. Vous vous précipitez vers elle, espérant y retrouver refuge. Cependant, une fois à l'intérieur, vous réalisez que vous n'êtes pas seul. Un homme recroquevillé sur lui-même, tremblant, se trouve dans un coin de la pièce. Il vous regarde de manière vraiment flippante. Maintenant, vous êtes confronté à un dilemme terrifiant. Rester dans la cabane avec cet homme que vous ne connaissez pas ou partir et vous retrouver de nouveau dans cette forêt effrayante en plein milieu de la nuit. Pour vous aider à réfléchir, voyons ensemble comment ont réagi les 5 protagonistes de nos histoires en commençant par la première. Ce premier récit flippant, c'est celui de Juliette qui partage pour la première fois son expérience avec nous. Tous les faits se passent vers 2021 et c'est une période qu'elle a du mal à assimiler même aujourd'hui tellement ça l'a marquée. À présent, elle habite dans un endroit différent et éloigné avec la plupart de ses proches, ce qui lui offre un certain recul pour partager cette expérience. L'endroit où vivait Juliette à l'époque était plutôt ancien, ni densément peuplé, ni vide et complètement entouré de zones boisées. On pouvait facilement faire du vélo jusqu'au centre commercial, à l'école et autres lieux habituels, mais pour se rendre à des endroits comme l'hôpital, il fallait prendre la voiture. Elle se trouvait alors dans sa dernière année de lycée et donc vous le savez, c'est un peu la période des grosses fêtes pour les jeunes. Mais bien sûr, étant une fille et enfant unique, ses parents étaient excessivement protecteurs. Mais bon, étant naturellement prudente, elle ne s'en plaignait pas, pensant que c'était la meilleure option. Cependant, malgré sa prudence, elle se laisse un jour entraîner par un groupe de 4 amis de l'école pour une soirée dans les bois à quelques kilomètres de l'établissement. Une idée apparemment bienvenue compte tenu du fait que c'était leur dernière année, il faut bien fêter ça. L'idée est plutôt simple, ils iront tous ensemble boire dans les bois autour d'un feu, une idée qui, avec le recul, lui semble particulièrement stupide. Mais bon, en soi, le lieu n'a rien de très dangereux et n'est pas profondément ancré dans la forêt. Il y a d'ailleurs un sentier clair et une petite zone ouverte où les gens venaient avec leurs chiens pour se divertir. Bref, ils planifient donc cette escapade un jeudi, sachant que les parents de Juliette seraient absents et que les autres convaincraient les leurs qu'ils passeraient la nuit ensemble. Ils achètent de l'alcool et d'autres choses pour se détendre, excités par la soirée qui s'apprête à passer. Il n'y a personne d'autre ce jour-là, on est en pleine semaine et le temps est assez frais, que demander de mieux? L'endroit semble vraiment safe avec des maisons au loin dans leur champ de vision et des voitures qui circulent, créant ainsi un sentiment de sécurité. Et alors qu'ils s'engagent sur le sentier, à environ 1 minute de marche, Juliette commence à ressentir un malaise, l'impression d'être observée, la fameuse. Directement, elle regarde l'une de ses amies qui semble aussi perturbée, mais finalement, elle décide d'ignorer ce sentiment, l'attribuant au fait qu'il faisait nuit et qu'ils étaient devenus un peu parano. Et finalement, le groupe d'amis trouve son coin, ils commencent à boire et passent environ 1h30 à bavarder et à avoir des conversations profondes tout en étant un peu éméchés. Et à ce moment-là, alors qu'ils ont complètement oublié ce sentiment étrange qu'ils ont ressenti lors de leur marche, ils entendent soudain un son provenant des arbres épais devant eux. Il s'agit d'un rire rauque et étrange, un son très peu naturel et qui ne semble rien avoir à faire là. Et même si juste avant ça, ils étaient tous bruyants, tous, sans exception, l'entendent. Paniqués, ils allument des torches, pointent les faisceaux dans cette direction, mais ne voient rien. Le rire persiste et enfin une silhouette apparaît juste après l'extinction de leur torche. Un homme effrayant, au sourire figé, aux cheveux couverts de saleté et très pâle, se tient devant eux. Là, vous vous en doutez, c'est le signal d'alarme pour le groupe de potes. Complètement effrayés, ils se mettent à courir et même les amis les plus ivres reprennent leur esprit. Après une course effrénée, ils atteignent enfin la maison de Juliette qui était la plus proche. Et directement dedans, ils décident d'appeler la police malgré la peur qu'ils avaient de confronter leurs parents. Bon, cette dernière arrive très rapidement, mais ne trouve rien à signaler et l'homme des bois ne reste que dans leur esprit. N'ayant aucune nouvelle, des semaines passent et les gens évitent désormais les sentiers la nuit et quelques amis tenteront même de retrouver l'individu en vain. Et c'est finalement un mois qui s'écoule. À ce moment-là, Juliette, quelque peu marquée, ne parle plus du tout de cette fameuse nuit. Chaque fois qu'elle sort tout de même, elle s'équipe d'un couteau de poche et d'un spray au poivre,
C'est une sorte de paranoïa qui s'est emparée d'elle. Alors, est-ce qu'elle avait raison? Est-ce qu'elle avait tort? On va vite le découvrir, car l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'un fameux jour, rentrant de l'école et complètement épuisée, elle décide de faire une sieste. Mais elle est vite réveillée par un bruit étrange qui la tire de son sommeil. Craignant le pire, elle verrouille également la porte de sa chambre et jette un coup d'œil par la fenêtre. Rien. Absolument rien. Mais tout de même, Juliette n'est pas convaincue. Elle fait très confiance à son instinct qui ne l'avait pas trahi la première fois. Et munie d'une batte et de son téléphone, elle sort de sa chambre. Les portes sont donc toutes verrouillées, mais un bruit de frottement étrange émane de la maison. Et enfin, elle regarde par la fenêtre du salon et tombe nez à nez face à l'homme des bois, marchant de manière complètement flippante et désordonnée autour de sa maison. Ce dernier la repère directement et lui lance tout naturellement « Salut toi !» Puis il commence sans aucune pression à dire son nom ainsi que ceux de ses amis. Juliette est morte de peur, elle n'a clairement aucune idée de comment l'homme a pu savoir son nom. Son cœur battant la chamade, elle appelle la police qui prend la menace au sérieux et la confrontation s'ensuit. Cette dernière arrive encore une fois, l'homme est finalement arrêté sans résistance, mais il a tout de même un grand sourire aux lèvres. Sans antécédent psychiatrique, il avouera apprécier les jeunes femmes. On est d'accord, c'est complètement flippant. Il sera plus tard arrêté pour tentative d'agression et harcèlement sur d'autres personnes dans son passé. Actuellement en prison, il pourrait être libéré dans quelques années et c'est cette pensée qui terrifiait Juliette à l'époque. Mais bon, aujourd'hui, cette histoire est loin derrière elle, aussi bien dans son esprit que physiquement, mais les questions qu'elle se posait à l'époque persistent. Qui était vraiment cet individu? Que lui voulait-il? Et après toutes ces années, l'avait-il oublié? Pour cette deuxième histoire, on va se rendre dans le creux de vallée verdoyante, là où Rémi et ses compagnons vadrouillent portés par l'aventure et la jeunesse. Bon, pour contextualiser un petit peu, Rémi est un jeune de 16 ans qui participe à un trek. En gros, il fait partie d'une équipe qui doit réaliser un trajet selon un itinéraire bien précis. En tout, il y a 3 équipes et chacune d'entre elles a un itinéraire différent. Le trajet se fait sur une boucle de 3 villages. Vous allez voir, c'est assez simple, ils partent du village de départ, puis arrivent dans le village A, puis ils vont dans le village B et terminent dans le village final. Jusque là, vous devriez arriver à suivre. Maintenant qu'on a compris tout ça, ça y est, l'aventure commence. Leur sac à dos chargé de vivres et d'optimisme, ils se lancent dans ce trek, un voyage initiatique au cœur de la nature sauvage. Mais voilà, tout n'est pas rose et dès le village A, les voilà confrontés au premier défi. Trouver un abri pour la nuit. Les règles du trek sont claires. Pas de squatting, juste un humble repos dans les jardins ou dans les champs des résidents locaux. Après une brève hésitation, ils trouvent finalement refuge dans un champ plutôt accueillant où le ciel étoilé devient leur plafond. Le lendemain, ils reprennent la route et alors que Rémi et ses compagnons s'approchent du village B, le soleil est à son zénith. Vraiment, il fait super chaud. La fatigue commence à peser sur leurs épaules, mais leur détermination reste intacte. Chaque pas les rapproche un peu plus de leur destination, chaque virage dévoile de nouveaux paysages à couper le souffle. Vraiment, c'est hyper beau. Le groupe, guidé par Rémi, arpente les ruelles pittoresques du village B, scrutant chaque recoin à la recherche d'un lieu de repos pour la nuit. Quasiment tous les volets des maisons sont fermés, on dirait que tout le monde est endormi sous le poids de la chaleur ambiante. Les habitants vaquent à leurs occupations et sont complètement indifférents au passage fugace de ces jeunes voyageurs. Les minutes s'étirent devenant des heures alors que la tension commence à monter au sein du groupe. Les regards sont de plus en plus inquiets, les murmures plus pressants. Certains commencent même à douter de leur chance de trouver un abri avant la tombée de la nuit. Pourtant, Rémi, lui, il refuse de céder à la frustration. Avec une détermination sans faille, il explore chaque rue, chaque impasse, dans le but de découvrir le refuge tant attendu. Et c'est dans ce contexte un petit peu compliqué que la décision fatale se présente, la scission du groupe. Certains optent pour sortir du village et tenter l'inconnu, tandis que d'autres, dont Rémi, choisissent de rester convaincus que la persévérance sera récompensée. Cette petite fracture au sein du groupe laisse planer un voile d'incertitude sur leur destinée. Rémi, qui est un leader déterminé, prend sur ses épaules le poids de cette décision. Son regard balaye les rues désertes, cherchant un signe, un espoir, mais rien du tout. Mais là, alors qu'il n'y avait quasiment plus d'espoir, comme un phare dans la nuit, Teddy apparaît. Cet homme, très charismatique selon les propres mots de Rémi, n'hésite pas une seconde à leur offrir un refuge. Et ce n'est pas n'importe lequel, parce que ce refuge, c'est sa propre maison. En fait, il leur explique qu'il passe la soirée chez une copine à lui qui se situe au village A.
et donc qu'il n'y aura personne dans sa maison. Rémi et le groupe hésitent un peu, ils hésitent quelques secondes, mais la proposition est beaucoup trop belle, alors ils acceptent. Et c'est avec un mélange de gratitude et d'appréhension que Rémi et ses compagnons s'apprêtent à franchir le seuil de la maison sans savoir ce que la nuit leur réserve. Après quelques minutes de marche, Teddy ouvre les portes de sa maison à ces jeunes aventuriers, offrant toute l'hospitalité qu'il a à offrir. Mais derrière ces paroles pleines de chaleur se cache une ambiance étrange, voire même très pesante. Déjà, il faut savoir que la maison est minuscule. Vraiment, tous les voyageurs doivent se serrer pour entrer. Mais bon, après tout, ça reste un refuge pour une nuit seulement, donc franchement ça va, ils ne vont pas faire les compliqués. Et là, avant de partir au village A, Teddy leur fait une révélation assez étrange. Il met en fait un point d'honneur à ce que la porte ne soit pas fermée à clé. D'ailleurs, il n'y a même pas de clé. Mais tout de même, il insiste pour que rien ne bloque l'entrée. Bon, tout le monde accepte, après tout, c'est sa maison donc ses règles. Même si je pense que vous, comme nous, on est d'accord, ça ne présage rien de bon. Pourtant, le début de la nuit s'installe plutôt bien et les rires reprennent, ponctués par le crépitement de la télévision qu'il y a. Mais le calme ne va pas durer très longtemps. À l'heure où le sommeil s'apprête à les envelopper, un bruit sourd fait vibrer les murs de la maison. Ce bruit, il vient de la porte d'entrée qui, on vous le rappelle, n'est pas fermée. Vous l'imaginez bien, personne ne dort. Rémi et ses amis fixent la porte, se demandant si ce n'est que le vent ou bien si ça pouvait être autre chose. Et alors qu'ils ont l'impression que les bruits s'arrêtent, le pire arrive. Une silhouette sombre pénètre dans l'obscurité de la nuit, attrape la poignée silencieuse et débarque dans la pièce, chargée d'un sac à dos et de tout un tas d'outils qu'il a dans les mains. Vous l'imaginez bien, les aventuriers sont terrifiés. Une amie de Rémi hurle le plus fort qu'elle peut. Notre protagoniste, lui, se lève et demande à l'homme ce qu'il veut. Malheureusement, l'individu est plus que bizarre. Maintenant, il est littéralement dans la maison. Il se tient là à les regarder sans dire un mot. Une chose est sûre, il n'est pas là pour leur demander l'heure. Finalement, la tension atteint son paroxysme lorsque l'inconnu commence à murmurer quelque chose dans sa barbe sans que personne ne puisse comprendre ce qu'il dit. Toute l'équipe retient son souffle jusqu'au moment où Rémi brise le silence en expliquant la situation et en disant que s'il cherchait Teddy, il n'était pas là. Dans l'ombre de la nuit, ils forment une frêle barricade de jeunesse contre l'individu qui les observe. Finalement, après quelques secondes terrifiantes, l'homme finit par dire quelque chose de clair et net. Vous avez bien de la chance. Dites à Teddy que je reviendrai. L'homme se retourne et claque la porte derrière lui. Les aventuriers sont rassurés et en même temps complètement paniqués à l'idée qu'ils reviennent. Malgré tout, ils décident de rester, mais par contre ils décident qu'ils vont partir dès que la lumière voit le jour. Et c'est donc au petit matin à 5 h du mat qu'ils commencent à fuir, laissant derrière eux les ombres de la nuit pour retrouver la lumière du jour. Finalement, ils reprennent leurs aventures en se demandant réellement ce à quoi ils venaient d'échapper. Ils se demandent aussi pourquoi l'homme avait dit qu'ils avaient eu de la chance, bref, ils ont plein de questions en tête. Arrivés au village de fin, ils racontent leur épopée aux organisateurs et ils reconnaissent qu'en vrai, ils ont été hyper imprudents. Ils reprennent alors leur route chargée de souvenirs et de leçons, conscients que chaque pas dans la nature réserve son lot de surprises et d'enseignements. Et dans le sillage de cette nuit mouvementée, Rémi et ses camarades poursuivent leur marche, portant avec eux le poids léger de l'aventure vécue. Cette troisième histoire s'est déroulée il y a environ 3 ans et est arrivée à la mère de celle qui nous la raconte. Détail quand même très triste, mais elle nous le précise. Aujourd'hui, sa mère n'est plus de ce monde, mais elle nous livre quand même son témoignage. C'est donc l'histoire de Nora, qui avait une 40aine d'années à l'époque et était une femme très séduisante, paraissant plutôt jeune pour son âge. Les inconnus la sollicitaient vraiment souvent, lui faisant même parfois des propositions de mariage spontané. On est d'accord, c'est très spécial comme façon de faire. Bref, beaucoup de monde semblait subjugué par sa beauté quelque peu enivrante. Mais bien évidemment, ces lots de rencontres n'étaient pas épargnés par les rencontres avec des gens chelous, et c'est bien ce qu'on va voir dans ce récit. Un jour, Nora devait se rendre dans une épicerie située non loin d'une zone risquée et juste à côté de l'autoroute, ce qui la rendait quelque peu inquiétante. Elle avait même l'habitude de dire à sa fille de ne jamais y aller seule, surtout la nuit. Même lorsque cette dernière l'accompagnait la nuit, elle lui interdisait de la quitter des yeux, bien que sa fille qui nous raconte son histoire avait à l'époque entre 18 et 20 ans. Bref, ce jour-là, elle fait ses courses en solo pendant la journée, et très vite, alors qu'elle remplit son caddie, elle remarque un homme dans le même rayon qu'elle. Elle remarque en particulier son regard très insistant parce qu'il la regarde fixement. Et quand elle se tourne vers lui pour voir ce qu'il veut, évidemment il détourne le regard et fait semblant d'inspecter les étagères.
Honnêtement, elle nous l'avoue, elle ne se souciait pas beaucoup de ce genre de personnes et avait déjà eu affaire à des types chelous et parfois insistants dans son passé. Elle prend ce dont elle a besoin et se rend dans un autre rayon, continuant tranquillement ses courses. Mais c'est là qu'elle le revoit, dans le même rayon qu'elle, faisant la même chose que quelques minutes auparavant. Cette fois-ci, ça la dérange un peu, mais elle continue ses affaires et passe à autre chose, en confirmant dans sa tête que ce gars faisait partie des groupes des gens bizarres. Mais ce dernier n'en a pas fini et continue à la suivre à travers le magasin. Bon, ceci dit, il faut quand même savoir à ce stade de l'histoire que Nora n'était pas quelqu'un qu'on pouvait embêter sans répercussion. Elle avait quand même un sacré caractère, ne reculant jamais devant une bagarre ou une confrontation. Elle s'était d'ailleurs déjà battue avec des hommes, avait reçu des coups et portait généralement une arme, bref, vraiment pas la personne à importuner. Mais revenons-en. Alors qu'elle s'apprête à passer à la caisse, l'homme la suit toujours, cette fois plus aucun doute. Désormais plus inquiète que furieuse, elle ne se sent plus du tout en sécurité. Elle alerte donc un employé qui comprend directement la situation et va chercher un responsable. Nora, sachant que ça allait bientôt être terminé, en profite pour faire volte-face et remettre à sa place l'individu, lui demandant quelque chose du genre « Mais t'es qui? Qu'est-ce que tu veux, bordel ?» Ce à quoi, d'un air extrêmement calme et reposé, il lui répond « Tu es typiquement le genre de fille qui irait vraiment bien dans le sous-sol de quelqu'un. » Cette phrase l'a complètement marqué et glacé son sang. L'air naturel de l'individu qui plongeait ses yeux dans les siens était juste insoutenable. À ce stade, Nora n'est pas seulement en colère, mais véritablement terrifiée. Le responsable arrive enfin et tandis que Nora lui raconte l'incident, l'homme en profite pour prendre la fuite. Évidemment, la police est encore une fois appelée et réussit même à le localiser autour du bâtiment. Il l'escorte hors des lieux, mais c'est tout. Pas d'arrestation, pas de questions, rien. Nora ne le sent pas du tout, elle n'a qu'une seule chose en tête, c'est sa peur que l'homme se cache quelque part, attendant de la voir monter dans sa voiture pour la suivre. Elle appelle sa fille en larmes, disant qu'elle a peur et que si elle était suivie ou enlevée, elle voulait que quelqu'un le sache. Elles sont finalement restées en ligne jusqu'à ce que Nora rentre chez elle saine et sauve. Et des années plus tard, la fille de Nora n'a plus jamais entendu parler de cette fameuse personne. Cette dernière nous précise qu'il en fallait vraiment beaucoup pour la perturber ou l'effrayer, mais elle avait une excellente intuition. Pour qu'elle soit aussi secouée, cet homme devait être aussi effrayant qu'imaginable. Et d'ailleurs, cette phrase absolument perverse et terrifiante confirme bien ça. Au final, elle s'était remise de cette histoire, mais on ne peut qu'imaginer le scénario qui se serait passé si elle n'avait rien dit à personne, ou pire, si l'homme l'avait attendue et suivie. Cette quatrième histoire est racontée par Carl, un élève studieux et curieux, toujours en quête de récits captivants à partager. Et vous allez le voir, aujourd'hui, il est sur le point de révéler une histoire qui a profondément marqué son existence. Celle de son père et de son ami Gary Ridgway. Nous sommes dans un coin tranquille de la Salt Lake City aux USA. Carl habite tranquillement avec ses parents et clairement, ils sont selon ses propres termes une famille plutôt banale. Mais ce soir, nous allons nous concentrer sur une autre personne. Enfin, c'est surtout un ami de son père en fait, même si à la base, c'est juste un collègue de travail. Ils bossent ensemble chez Kenworth, une entreprise qui construit des camions basés sur Kirkland, dans la banlieue de Seattle. Pour eux, se croiser et interagir ensemble est devenu une routine immuable, une tradition ancrée dans le tissu même de leur quotidien. Il est toujours là, fidèle au rendez-vous avec son sourire accueillant et ses histoires captivantes. Pendant plus de 10 ans, ils ont partagé chaque midi discutant des dernières nouvelles, échangeant des anecdotes sur la route et riant ensemble comme de vieux amis. Ces moments de convivialité sont devenus classiques dans la vie de Carl. Pourtant, un jour comme les autres, le silence lourd des médias brise leur tranquillité. Les nouvelles révèlent l'impensable. Gary Ridgway, leur ami de longue date, n'est pas celui qu'il croyait. Pire, on le surnomme aux nouvelles le Green River Killer. Le monde de Carl et de sa famille vacille complètement. Les images de Gary, souriant et aimable, se heurtent violemment à la réalité glaçante des crimes monstrueux qui lui sont attribués. Son père est figé, incapable de comprendre comment il a pu être si proche de l'horreur sans le savoir. Prenons maintenant un petit peu plus le point de vue de Gary, ou plutôt du Green River Killer. Né en 1949, il a très vite développé des comportements, disons, dérangeants. Cruauté sur animaux, pyromanie, bref, des histoires qui ne le font vraiment pas aller dans la bonne direction. Et ça ne va vraiment pas aller de mieux en mieux car il commet son premier crime à l'âge de 16 ans seulement.
Et ce meurtre va réellement déclencher quelque chose en lui. Il retourne régulièrement sur le lieu du crime, il y fait des choses qu'on ne peut pas vraiment décrire dans ce genre de vidéo. Et malheureusement, il ne s'arrête pas là. Il continue sa série de meurtres jusqu'à assassiner plus de 40 femmes entre 1982 et 1988, ainsi que 2 autres entre 1991 et 1998. Oui, il s'agit bel et bien d'un des tueurs en série les plus prolifiques des États-Unis. Vous vous en doutez donc bel et bien, sur les 10 ans pendant lesquels le père de Carl et Gary Ridgway ont travaillé ensemble, celui-ci faisait toutes sortes de choses vraiment atroces. Pour l'anecdote, Ted Bundy lui-même aurait proposé ses services aux enquêteurs du FBI pour aider à retrouver et arrêter le Green River Killer. Finalement, Gary Ridgway sera condamné le 18 décembre 2003 à 48 peines de prison à perpétuité sans remise de peine possible. Et si on revient au petit Carl, dans les jours qui ont suivi la nouvelle, le doute et la méfiance se sont installés dans son esprit. Chaque souvenir partagé avec Gary est désormais empreint de suspicion. Avait-il caché des signes de sa véritable nature derrière son masque d'amabilité? Après son arrestation, les psychiatres découvrent qu'il souffre de psychopathie et qu'il n'éprouve aucune anxiété en mentant. La révélation de la double vie de Gary ébranle les fondements de la confiance de Carl et de son père. Elle lui apprend que le mal peut se tapir derrière les visages les plus familiers et que la vérité peut être bien plus terrifiante que l'imagination ne peut le concevoir. Des questions tourmentent l'esprit de Carl qui nous raconte son histoire ce soir. Comment Gary a-t-il pu vivre cette double existence et surtout combien d'autres masques cachent des secrets aussi sombres que celui de leur ami de toujours? Pour cette dernière histoire, nous allons nous rendre dans une petite ville en 1991. Un jeune homme du nom de Jack se retrouve soudainement célibataire à l'âge de 20 ans après sa première histoire d'amour. Force à toi Jack, si tu regardes cette vidéo, on sait que c'est très probablement pas le cas, mais on est avec toi. Sans emploi, il partage désormais un appartement avec ses 2 amis et passe le plus clair de son temps à traîner avec des connaissances de l'église de l'un de ses camarades. Et c'est là qu'il rencontre un groupe de jeunes, pas vraiment affiliés à une dénomination religieuse précise, mais tout de même, ils partagent tous des croyances chrétiennes fondamentales. Ils se réunissent dans un grand appartement où Jack et ses amis passent souvent du temps. Il y a une bonne ambiance, Jack commence à s'en remettre, mais un jour, une rencontre étrange va bouleverser les choses. Et dès qu'elle pose ses yeux sur Jack, elle ne peut pas s'empêcher de le fixer de manière évidente et perturbante. Sa fixation est si intense que cela met mal à l'aise tous ceux qui sont présents dans la pièce. Mais Jack, plutôt timide et nouvellement intégré dans le groupe, préfère ne pas faire de vagues et ne pas faire d'écart. Cela n'empêche qu'il ne comprend pas du tout l'attitude de Bernice. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question, ce n'est pas du tout un regard qui traduirait un coup de foudre. Et c'est peut-être même l'opposé. Il a clairement l'impression qu'elle lui veut quelque chose. Presque comme si elle l'avait reconnu et qu'elle était furieuse après lui, alors que Jack est catégorique, il ne la connaît pas et c'est la première fois qu'il la voit. Et comme on l'a dit, l'attitude étrange de Bernice n'échappe pas à l'attention du reste du groupe. Plusieurs des membres vont simplement lui demander si elle va bien, mais à chaque fois, elle ne répond pas et fait la muette. Jack commence vraiment à se sentir effrayé par sa présence. En soi, elle n'est pas menaçante physiquement, mais elle laisse transcrire quelque chose qui fait réellement peur à ce dernier. Mais bref, finalement, la soirée quelque peu insoutenable finit par passer et il décide de ne plus vraiment y penser. Mais une semaine plus tard, alors que Jack rend visite à ses amis, il est accueilli par des regards inquiets. Sous le choc, il lui explique alors que Bernice était passée et avait laissé une lettre. À la lecture de cette lettre, Jack est pris de stupeur. Bernice y exprime ses sentiments pour lui de manière déconcertante. Elle affirme tout simplement que dès qu'elle a vu Jack, elle a su que quelque chose n'allait pas avec lui. Et dans ces mots, plus précisément, elle explique qu'elle a immédiatement compris que Jack était certainement possédé par un démon. Elle avoue même penser que le diable se cache derrière lui. Bon, on sait pas vous, mais ici ça a directement refroidi l'ambiance, c'est toujours flippant lorsqu'on parle de ce genre de choses. Et finalement, après quelques phrases qui n'ont pas vraiment de sens, elle termine son récit en affirmant quelque chose qui va tout simplement le troubler. La mission de la vie de Bernice est désormais claire. Il faut qu'elle en finisse avec lui pour le bien de tous. Bon, on est d'accord, c'est vraiment super flippant, surtout qu'il ne la connaissait pas du tout, il lui demande ce qui lui est passé par la tête. Dans son groupe de potes, l'ambiance est super pesante, alors que tout le monde observe la réaction de Jack, qui est complètement déconcerté par cette déclaration. Et malgré les assurances de ses amis quant à leur intention d'éloigner Bernice de lui, Jack ne peut s'empêcher de se sentir vraiment anxieux à l'idée de la recroiser. Mais malheureusement,
Dans cette petite ville où ils habitent, leur rencontre devient inévitable. Quelques temps plus tard, alors qu'il se trouve dans une boîte de nuit et qu'il pense à tout sauf à elle, il est confronté à Bernice. Elle le reconnaît tout de suite et malgré le fait qu'il tente au maximum de l'éviter, il n'y arrive pas. Et surprenamment, au début, elle lui parle comme si tout allait bien et qu'ils étaient des connaissances de longue date. Mais très vite, son regard s'assombrit de nouveau. Jack prétend que des amis à lui l'attendent, qu'il doit faire autre chose, mais elle n'en a pas fini avec lui. Tout en le fixant de manière ultra creepy, rappelant ce qui s'était passé quelques semaines plus tôt, elle lui fait une invitation déconcertante. Elle lui dit tout simplement de passer Noël chez elle en compagnie de sa mère, en tête-à-tête. On est d'accord, ça n'a absolument aucun sens, et c'est d'ailleurs ce que ressent Jack. La situation devient trop oppressante pour lui, qui préfère s'éclipser rapidement de la boîte de nuit. Mais bien sûr, juste avant de partir, il lui répond de manière très furtive qu'il décline poliment son invitation. Heureusement, Jack ne la croisera plus après cette rencontre, mais il se rappellera tout le temps du regard qu'elle lui a lancé après avoir décliné sa proposition. Aujourd'hui, il avoue que jamais de sa vie, il n'a fait une rencontre qui l'a autant perturbé qu'avec Bernice. Même si au final, il ne s'est rien passé de concret et rien de grave, il confie qu'il n'a toujours pas réellement oublié cette menace indirecte qu'elle lui a fait dans cette fameuse lettre. Et c'est ainsi que se termine cette étrange histoire qui laisse Jack avec un sentiment de malaise persistant et une prise de conscience sur l'étrangeté parfois inquiétante des rencontres humaines. 3, 2, 1 et on est parti. Allez, c'est parti pour cette conclusion, parce que c'est une fin de vidéo. Et donc, ce qui est logique. Effectivement. Et voilà, on a raconté du coup 5 histoires. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous les avez appréciées. Elles sont quand même particulières, hein. Alors vas-y, je te laisse raconter un petit peu celle que tu as racontée et tes avis par rapport à celle-là surtout. Écoute, je ne me souviens plus de toutes les histoires que j'ai racontées, mais ce n'est pas grave, on est en conclusion, on va prendre notre temps. On est en nature. Je me rappelle que la première histoire, la protagoniste s'appelait Juliette. Ouais. Qu'est-ce qu'a fait Juliette? Forêt, il y avait un truc de la forêt. Il y avait un truc de la forêt. Ah oui, exactement. Merci beaucoup, Joe. C'était une histoire où du coup, Juliette et ses amis allaient en forêt. Ouais. Et du coup, il s'est tombé sur un mec chelou. Mais ça s'était pas arrêté là parce que ça, c'est une mécanique qu'on connaît quand même de base. Hein. C'est un truc qui arrive très souvent dans les threads d'horreur. Les forêts, faut toujours éviter dans les threads d'horreur. Franchement, ouais, c'est toujours jamais aller dans la forêt. Mais surtout qu'en fait, le mec était revenu rôder autour de sa maison et connaissait le prénom de Juliette et de ses amis. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bizarre. On ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est ça qui est vraiment super étonnant. Et franchement, c'est super flippant. Encore aujourd'hui, Juliette et nous non plus, on n'a pas la réponse. Donc voilà, n'hésitez pas à dire vos théories en commentaire. Bah du coup, moi, la dernière que j'ai racontée, là, c'était avec le tueur en série. Donc ça, je pense que c'est une des premières fois peut-être qu'on fait ça dans un thread d'horreur, du coup, de raconter vraiment l'histoire de quelqu'un, donc de Karl, qui raconte donc que son père était ami avec quelqu'un pendant 10 ans, tout allait très bien, et justement ils se rendent compte qu'au final c'est un tueur en série qu'ils ont connu. Hein. Donc c'est en fait un vrai true crime, vous pouvez chercher sur internet le River Killer, là il existe vraiment, donc c'est horrible comme sensation, t'imagines se rendre compte que en fait tu connaissais quelqu'un pendant 10 ans et en fait c'était un tueur en série, mais un gros tueur en série. En fait c'est indicible, hein, je pense que... Ah non, c'est horrible. Ça veut dire faut le vivre pour le comprendre, mais faut peut-être pas le vivre en fait. Ouais, non, vaut mieux pas, non. Non, et puis aussi, il y a l'histoire beaucoup plus percutante dans le thread numéro 3, où on raconte l'histoire d'une femme qui est aujourd'hui décédée, hein, et qui a vécu un truc vraiment très bizarre, où tout se passe en fait en une seule phrase. Un mec qui a l'air d'être juste un mec un peu insistant dans son regard et tout ça, qui lui sort la phrase la plus horrible du monde, tu serais bien dans la cave de quelqu'un, c'est vraiment horrible le truc, mais c'est ça aussi, des mécaniques complètement différentes de tous les threads qu'on a racontés ce soir, notamment dans celle-là où tout repose sur une seule phrase, ou un mec en fait que tu croises, ou nana. Hein. Ouais, en fait, c'est vraiment une situation du quotidien, en fait, c'est ça qui fait peur un peu dans un magasin. Et ben en fait ça peut être n'importe qui, et quelqu'un de extrêmement chelou, et donc voilà, soyez prudents mais pas parano. Exactement, donc n'hésitez pas à nous dire encore une fois en commentaire laquelle des histoires vous a le plus touché, ou alors vous surtout qu'on a mis un petit peu de possession / paranormal dedans. C'est intéressant celle-là aussi, à dire ce que vous pensez de Bernice et de ses théories sur Jack. Au final c'est très factuel comme histoire, en soi il y a rien de paranormal, donc si on prend les faits, ensuite est-ce qu'il était vraiment possédé, etc., là ça devient plus subjectif, etc. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'ai trouvé très cool ces histoires ce soir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous avez vu d'ailleurs, on a changé quelques petits trucs dans notre manière de tourner. Ce n'est pas la version finale, attention, parce qu'on compte encore améliorer. Là, on est encore un peu dans des phases de test, donc il se peut qu'il y ait quelques petits ratés concernant les réglages qu'on fait sur les caméras, etc. Mais tout sera réglé normalement pour les prochains tournages. Ne vous en faites pas.
Et d'ailleurs, Joe, on a une grande annonce à faire. C'est Une grande annonce à faire, je pense. This is now. Je pense qu'en serait d'horreur, c'est maintenant qu'on va annoncer. Peut-être qu'on fera une vidéo un peu plus particulière pour Ouais. parler de tout ça et de nos projets qui s'annoncent sur cette année 2024. Mais pour l'heure, je pense qu'on peut la annoncer. Ouais. Ça y est, du coup, les gars, on est à 100%. On est là Sur pour YouTube. vous, complètement sur YouTube. On a donc du coup démissionné chacun de nos Faut savoir de qu'en nos fait, travailleurs c'était pas du respectifs. tout jusque-là notre métier à temps plein. Ah, Parce non, qu'en non. fait, on faisait ça en plus de nos métiers. Donc, on était ingénieurs, chacun Ça. en génie civil et moi en énergie. C'est ça. Et du coup, on faisait ça en dehors En de notre dehors. contrat. C'était vraiment extrêmement fatigant, mais surtout, on pouvait pas s'y consacrer à fond. Et donc là, vraiment, on compte sur votre soutien. Enfin, vraiment, en On a besoin de commentaire vous. et sur la chaîne en général, on a vraiment besoin de vous. C'est ça. Surtout qu'on compte faire, du coup, cette année, des choses absolument Vraiment, incroyables. on a plein Une nouvelle d'idées. On a aventure plein d'idées. qui commence. Joe. Ouais, c'est ça. Bah, nouvelle vie en fait. Hein. On s'est tous les deux synchronisés du coup pour quitter notre travail en même temps pour se mettre voilà à 100% pour vous proposer du contenu plus qualitatif. Parce que du coup, on aura plus de temps pour s'investir dedans, pour trouver des idées, pour s'améliorer, pour faire des concepts tout, en fait. originaux, etc. Donc, ça va être si vous voulez incroyable. nous envoyer de la force et surtout si vous voulez commencer cette nouvelle aventure avec nous quelque part, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant juste sur ce bouton. Très important, très Également important. d'appuyer sur la cloche. On sait qu'il y a plein de problèmes de notification. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire et à nous dire si vous recevez en temps réel les notifications lorsqu'on sort des vidéos. C'est vraiment super important. Pareil, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux. Du coup, on va être beaucoup plus actifs étant donné qu'on a beaucoup plus de temps. Et Je d'ailleurs, pense que ça- sur ça a déjà Instagram, commencé, je pense que vous avez je pense vu, que hein. sur Instagram, vous avez pu le voir, on met des stories beaucoup plus régulièrement maintenant. On va mettre aussi pas mal de réels, du contenu sur TikTok. On va parler sur Discord, mais ça on le fait depuis toujours de toute façon. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre partout, c'est hyper cool. Et puis voilà. Voilà, je pense qu'on s'éternise un petit peu. Les Désolé, vrais je sont bafouille. toujours là. Dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, désolé pour les petits changements de caméra. On est encore une fois en phase de test, mais pour les prochains, on commence à comprendre plein de choses. Donc, En tout ça cas, devrait n'hésitez être pas, réglé. n'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi ce que vous en pensez, hein, des cadres, de l'image, etc. Ouais, de ce que N'hésitez vous pas à tout préférez nous dire. voir et aussi des ça. concepts que vous voulez voir, des histoires que vous voulez nous envoyer, des choses que vous voulez nous proposer. Vraiment, n'hésitez pas. On est ouvert à tout et on répond à tout le monde, vous le savez. Merci beaucoup de nous Merci avoir à tous. suivis. Merci à tous pour cette aventure que vous nous faites vivre. On vous kiffe. C'était Joe et Kratos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et c'est une fin de tournage. Vous êtes des ouf. Et bah, such a life. Ok, 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 ok. Galère qu'on a eu aujourd'hui, couleur. J'avais le visage à Là-bas, c'est qu'on a changé de format d'enregistrement. Donc maintenant, on est passé en 4K. En 4K, avant on tournait en 1080p, format long cop, en 4 de 2 10 bits, C'est ça. en 50 images par seconde, Maintenant, on est en 4 de 2, non 4 de 0. 4 de 0, 8 bits, c'est ça. 8 bits, c'est ça. C'est ça. Et on aurait pu rester en 4K. 4.